Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Suite de la lecture de notre roman Et pourtant elle pleurait, chapitre 19. Ce vendredi, à cause de la levée du corps de Yves Dacman, la banque était fermée toute la journée. Une foule immense était venue présenter ses derniers hommages à celui que tous appréciaient pour ses qualités professionnelles et son humilité. Les clients de la banque étaient venus nombreux, dire adieu à cet employé qui les avait bien servis. Les pleurs fusèrent de toutes parts. Bob Williams fut surpris de constater qu'aucune prière ne fut formulée pour le défunt qui ne pratiquait aucune religion. Dans son cœur, il pria pour lui. Au moment de fermer le cercueil, un oncle de Yves se plaça devant la veuve et l'accusa d'avoir mangé l'âme de son mari. Il refusa qu'elle s'approche du cercueil. Il fallut l'aide de plusieurs personnes pour l'éloigner. En partant, il proférait des injures contre la veuve qui, selon lui, avait tué son mari par sorcellerie, rien que pour s'approprier la villa. Il cria que la famille du défunt ne se laisserait pas faire. La moitié du personnel accompagna la dépouille du regretté Yves Dacman dans son village, qui se trouvait à une centaine de kilomètres de la capitale. Bob suivait dans sa voiture dans laquelle avaient pris place ses deux secrétaires. De nombreux cadres de la banque roulaient dans leur voiture tandis que la plupart des employés se trouvaient dans 3 cars de location. Durant le trajet, Bob et ses 2 passagers discutèrent des décès de jeunes dans le pays. Les veuves de moins de 30 ans se comptaient par milliers. Bob ne pensait pas comme les 2 femmes. Pour elle, les nombreux décès d'hommes de moins de 40 ans étaient liés à la sorcellerie, une des plaies qui retardait l'Afrique. Pour Bob, la plupart des morts étaient liés à un problème d'hygiène. Les gens ne respectaient plus les règles élémentaires de santé. Ils dénonçaient la consommation excessive d'alcool, le tabac, le surménage, l'excès de sel, le manque de repos. Ils pensaient que Yves ne se reposait pas du tout et ne marchait pas beaucoup. Avant d'arriver au village, Juliette demanda à Bob de ne pas oublier l'embauche définitive de Marie-Joséphine. Il dit qu'il y pensait et qu'elle ferait partie du personnel de la banque après le conseil d'administration. Juliette se retourna vers Marie-Joséphine et l'embrassa. Les notabilités du village et la famille du défunt accueillit la foule des accompagnateurs par les rythmes habituels. Des danses du terroir furent présentées pour honorer le mort et lui dire adieu avant que 10 jeunes robustes ne s'emparent du cercueil à la recherche de la personne qui avait mangé l'âme du défunt. Le cercueil les poussait d'un endroit à l'autre et souvent loin du lieu où se trouvait réunie la foule. Après 30 minutes de tournée dans l'espace et le petit village, le cercueil poussa les 10 jeunes gens vers une vieille femme assise sous un arbre, non loin du chef du village. Une grande clameur s'éleva de la foule. Plusieurs villageois et villageoises coururent vers cette femme édentée et la frappèrent. Il fallut l'intervention du chef du village et des notabilités pour qu'ils mettent fin à leur agression. La vieille fut néanmoins ligotée et conduite vers une destination inconnue. Il s'agissait de la grand-mère du regretté Yves Dacman. L'inhumation se passa dans un calme absolu. Bob et quelques proches restèrent une quinzaine de minutes pour prier devant la tombe. Ils récitèrent des prières chrétiennes et chantaient des cantiques. Tout le monde se retrouva par la suite sur la place publique pour écouter la famille qui remercia tous ceux qui avaient fait le déplacement. Les qualités de Yves furent présentées ainsi que ses réalisations au village. Au nom de la banque, Bob présenta encore une fois les condoléances les plus attristées. Il revint sur les grandes qualités professionnelles de Yves qui était appelé à un bel avenir. Il termina ses propos par la remise de 3 enveloppes du même poids. La première pour le village, la seconde pour la famille du défunt et la troisième pour la veuve. Avant leur retour dans la capitale, le village et la famille offrirent à boire et à manger. Sur le chemin du retour, Bob et ses secrétaires envisageaient tous les scénarios possibles relatifs à la vieille femme. Juliette pensait qu'elle serait remise à la justice qui prenait en compte désormais les pratiques de la sorcellerie. Marie-Joséphine, plus radicale, prévoyait la mort de la grand-mère par étouffement cette nuit même. Bob croyait qu'elle serait libérée après avoir offert une chèvre. Il pariait. Celui qui gagnerait empocherait la mise. Un mois passa, puis un autre encore. Blandine ne revenait pas. Bob l'appela toutes les 2 nuits. À chaque fois, elle trouvait des excuses pour différer son voyage. Non seulement le contrat n'était pas signé avec ses partenaires, mais elle avait décidé de visiter certains sites touristiques de l'Europe pour ses clients locaux. Souvent, elle était absente quand Bob appelait.
Elle refusait d'utiliser un portable. Une nuit, Bob dit qu'il ne croyait pas aux propos de sa femme. Aussitôt, elle se mit à pleurer comme une femme qui venait de perdre son mari. Depuis cette nuit, il ne mettait plus en doute les propos de sa femme. Malgré les jumelles qu'il occupait à la maison, il sentait cruellement l'absence de son épouse. Il sentait encore plus fort l'amour qu'il portait à sa femme. Il se demandait s'il pouvait vivre sans elle. Sa passion pour la lecture, Internet et la Bible n'arrivait pas à le détourner de sa femme. Des photographies d'elle envahissaient maintenant la chambre conjugale, submergeaient son bureau. Il ne pouvait passer 5 minutes sans penser à Blandine. Il était obsédé. Sa mère s'étonnait qu'il laissât sa femme s'installer dans un hôtel à Paris et non dans l'appartement familial. Il lui donna les raisons développées par Blandine. Ses partenaires avaient pris en charge les frais de cet hôtel de luxe situé à proximité de leur siège. En outre, là, elle pouvait rencontrer de grands hommes d'affaires. Ce mardi matin, en traversant la banque pour rejoindre le bureau des agents commerciaux, une jeune femme venue faire un versement salua Bob avec déférence. Elle semblait bien le connaître. L'abbé, vous ne me reconnaissez plus? Je ne suis plus prête, excusez-moi, je ne le savais pas. J'ai appelé plusieurs fois à Saint-Habib des Collines. Les réponses étaient toujours évasives avant que je n'apprenne le mois dernier par une jeune fille que vous étiez maintenant nommée en France. Je suis Joséphine Placadi, celle que vous avez sortie de la boue pour en faire une dame respectable. Vous avez changé, ce n'est pas possible. Que mangez-vous pour être aussi forte? Venez dans mon bureau. Là, Joséphine Placadi parla des réalisations depuis que Bob lui avait donné de l'argent. Elle parlait plutôt de ses réalisations depuis que Bob lui avait donné de l'argent. Aujourd'hui, elle avait 2 autres boutiques et des restaurants. Elle présenta son relevé bancaire à Bob qui siffla d'admiration. Félicitations, Joséphine. Quel est votre secret? Vous le savez mieux que moi. En affaires, il faut savoir bien tenir ses comptes et beaucoup économiser. Je ne vous savais pas dans cette banque, sinon je serais souvent venu vous dire bonjour et demander un crédit. Et pas du tout. Le crédit est une corde pour se pendre. Bravo. Vous irez loin, très loin. Mais il ne faut pas trop grossir. Vous risquez de perdre la santé et de ne pas être efficace. Monsieur Williams, je suis enceinte de 6 mois. Ah, je comprends enfin. Elle lui parla de son fiancé chez qui elle vivait. Il enseignait la physique à l'université. Bob lui recommanda la prudence avec son fiancé. Elle devrait rester propre, accueillante, respectueuse et soumise afin que leur union dure. Il donnait son accord de principe pour être le parrain après la naissance de son enfant. Quand elle quitta le bureau, il resta plongé dans des réflexions sur sa future vie de père. Il attendait avec impatience de voir Blandine enceinte de 6 mois. Il se demandait ce qu'il pourrait alors lui refuser. Dans son esprit, il jouait avec cet enfant dont le prénom était connu d'avance. Son premier enfant, qui serait incontestablement un garçon, s'appellerait José Maria. Il continuait de lire tous les procédés à utiliser pour avoir un garçon. Cette fois-ci, il trouva sa recette dans un livre sur l'astrologie qu'il voulait comprendre. Des scientifiques démontraient que, depuis les temps anciens, la lune servait à régulariser la fécondité de la femme. Le docteur Derwan, aux États-Unis, parvint à régulariser à 100% le cycle mensuel des femmes en obligeant ces dernières à garder la lumière allumée dans leur chambre à coucher pendant 3 nuits consécutives, à partir du 14e jour suivant leurs règles. La méthode du docteur E. Jonas, psychiatre tchèque, l'intéressait davantage car il n'imaginait pas sa femme stérile. Jonas constata que les rapports sexuels ayant eu lieu au moment où la lune se trouvait dans un signe masculin produisaient lorsqu'il avait fécondation un enfant mâle et inversement pour une fille. Mis à l'épreuve par un comité de gynécologues qui ne lui indiquait que le moment des rapports, Jonas fut capable de déterminer le sexe de l'enfant avec 98% d'exactitude. Bob, qui n'avait jamais analysé l'astrologie, remarqua qu'on ne pouvait pas rejeter facilement l'étude des astres sans l'avoir étudiée profondément. Il promit d'en parler à son confesseur le mois prochain. Le jésuite portugais, le père Pedro Alvarez, recevait tous les mois pour une heure de discussion en dehors de la confession. Il était devenu l'ami intime de Bob. Le père Alvarez s'occupait de l'édition dans un institut des jésuites. Maintenant, Bob n'attendait plus que sa femme. Le conseil d'administration félicita chaleureusement Robert Williams. La banque doubla son chiffre d'affaires et tripla ses bénéfices.
tous attribuaient ses performances au travail fourni par Bob. Le conseil lui donna encore plus de responsabilités. 12 recrutements furent permis. Ainsi, Marie-Joséphine Sirimi devenait une employée titularisée de la banque, de même que la jeune fille qu'il aida à ouvrir son compte d'épargne. En fait, il commençait à devenir indifférent devant les événements. Il n'attendait que Blandine, l'unique objet de son amour. Il fallait qu'elle revienne pour qu'il se sente mieux. Ce mardi matin, Bob Williams reçut un dossier épais. C'était celui du plus gros client de la banque. Monsieur Gustave Ganjigo possédait plusieurs usines, des magasins, des véhicules, des maisons et avait épousé une trentaine de femmes. Il venait en aide à de nombreux hommes politiques sans tenir compte de leur parti politique. Et voilà qu'on lui envoyait le certificat de décès de cet homme richissime, décédé depuis une semaine. Il s'étonnait de ne pas l'avoir appris dans la presse. Un homme aussi important ne pouvait pas mourir d'une manière aussi discrète. Il mit le dossier de côté. Son rôle dans cette affaire consistait à envoyer une lettre à la Société nationale et populaire d'assurance qui appartenait à l'État. Cet organisme remboursait la banque. Le lendemain, le directeur des opérations vint le voir à ce sujet. Il s'étonnait de ne pas avoir reçu une copie de la lettre envoyée à la compagnie d'assurance. « Je ne suis pas prêt à le faire. J'ai envie de mener une enquête personnelle pour constater si le décès est réel. Monsieur Williams, vous êtes vraiment difficile. Je ne vois pas où est votre problème. Vous avez le certificat de décès. Que voulez-vous de plus? Mon intuition me dit que cet homme est encore vivant. L'argent de la banque ne va pas partir aussi facilement en fumée. Monsieur Williams, vous n'êtes pas propriétaire de l'argent de la banque. En plus, en cas de décès d'un créancier, c'est la compagnie d'assurance qui rembourse. Et c'est ainsi qu'on détruit nos pays. Je vais certainement faire une enquête sur vous avant de prendre des mesures vous concernant. Votre acharnement à me pousser à écrire cette lettre me paraît suspect. Vous ne pourrez rien contre moi. Le directeur des opérations petit frère d'une haute autorité de l'État quitta le bureau tout nerveux. En passant par le secrétariat, Juliette l'entendit dire qu'il appellerait des personnalités importantes de ce pays. Le soir, avant de quitter son bureau, Bob reçut un appel téléphonique anonyme. Monsieur Williams, excusez-moi d'avance de ce que je vais vous dire tout en préservant mon anonymat. Venez rapidement à Paris, même pour une journée, pour demander à votre femme de retourner au pays. Vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Vous avez trop investi pour cette femme pour que notre communauté laisse faire. C'est l'honneur de toute notre communauté qui est en jeu. Votre épouse vit depuis près de 2 mois avec un ancien premier ministre d'un pays voisin. Ils partagent la même chambre. Toutes les tentatives pour la ramener à de meilleurs comportements sont restées vaines. Venez à Paris, vous seul pouvez la faire revenir à la raison. Cette situation est humiliante pour nous. Bob appela sa femme le jeudi soir. Elle n'était pas dans sa chambre. L'employé à la réception de l'hôtel annonça qu'elle ne rentrerait que le vendredi soir d'un voyage à Rome. Il refusa de répondre aux nombreuses questions de Bob comme s'il avait reçu des consignes strictes. Depuis le coup de téléphone anonyme, Bob ne dormait plus. Il imaginait sa belle femme dans les bras d'un autre, mais il refusait de croire à cette éventualité. Blandine ne pouvait pas le tromper. N'avait-elle pas juré à Paris au cours de leur mariage de lui rester fidèle de corps et d'âme? Une grande lutte s'engageait dans son esprit. L'avait-elle trompé, oui ou non? Vicaire, il avait entendu plusieurs confessions de ses paroissiens. L'infidélité du conjoint ou de la conjointe revenait sans cesse. Confronté à la réalité, Bob refusait d'admettre l'évidence. Jamais l'idée de tromper sa femme ne l'avait effleuré. Pourquoi un homme et une femme doivent-ils trahir leur serment? Un couple béni par Dieu ne peut plus tricher, pensait Bob. Une certaine littérature présentait la femme sous des traits monstrueux qu'il refusait de croire. Il fut déçu de lire les propos du grand poète grec Hésiode, qui était indigne de lui. Au grand séminaire, il lisait en grec ce poète du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui inspira Virgile et Lucrèce à travers son œuvre remarquable, Les Travaux et les Jours. Hésiode avait écrit « Les femmes sont si fatales aux gens humains que celles mêmes qui sont honnêtes font le malheur de leur mari. » Il ne voyait pas sa mère de cette manière. Plusieurs maris vivaient depuis des dizaines d'années en parfaite harmonie avec leurs femmes. Hésiode ne parlait-il pas de sa propre femme? Il attribuait ses défauts aux autres femmes afin de briser les ménages par ses propos. Non, Blandine n'entrait pas dans cette catégorie. Le vendredi soir, il monta dans l'avion pour Paris et arriva à l'aube.
Il quitta très vite l'aéroport, n'ayant pour tout bagage qu'un sac de voyage qui n'était pas dans la soute. C'était le cœur meurtri et le sommeil dans les yeux qu'il regagna sa chambre de l'appartement des Williams dans le 15e arrondissement de Paris. Il avait envisagé de dormir quelques heures avant d'appeler sa femme et de l'informer de sa présence à Paris. Mais, ne pouvant dormir, il prit le téléphone à 6 heures précises au moment où tout respirait encore le calme et appela la chambre de son épouse au numéro 125 d'un palace de Paris. C'était un homme qui prit le combiné. « Je voudrais parler à Madame Williams. C'est urgent, je suis de la famille. Ne quittez pas, elle dort encore, je vais la réveiller. » Bob entendit son interlocuteur appeler Blandine. Il bouillait de rage. Son cœur semblait s'arrêter. « À qui ai-je l'honneur ?» demanda Blandine d'une voix ensommeillée. « À Monsieur Williams qui vient d'arriver à Paris. » Dans sa frayeur, Blandine laissa tomber le combiné. 1 heure plus tard, elle arriva à l'appartement de la rue de Grenelle. Quand elle vit son mari, elle se mit à genoux à ses pieds et implora son pardon en pleurant chaudement. Bob ne réagissait pas. Quand au bout de 50 minutes, elle demanda à faire comme le Christ, Bob réagit. Blandine, qui retrouvait l'enseignement du Christ, rappela à son mari les propos de Jésus sur le pardon. Blandine se disait avoir été envoûtée par le diable et tous ceux qui s'opposaient à leur mariage. Bob lui accorda son pardon et exigea qu'elle retourne en Afrique avant mercredi, lui-même rentrait dimanche. Ils passaient les 2 jours ensemble. Ils ne quittaient l'appartement que pour manger dans les restaurants arabes et chinois dans le quartier. Ce dimanche-là, Blandine retourna à la messe. À la sortie de la prière, de nombreux paroissiens vinrent féliciter le couple et surtout admirer la beauté de cette femme noire. Avant midi, Bob retourna à l'aéroport. Il ne désira sa femme à aucun instant malgré la provocation de celle-ci au lit. Il avait pardonné, mais tout se passait comme s'il sentait l'odeur de son rival. Quand il revit les jumelles à qui il avait rapporté des cadeaux achetés à la boutique Free Shop de l'aéroport, il laissa échapper quelques larmes. Il passa la nuit en leur compagnie dans le grand lit conjugal. Donc, sur son bureau, il trouva une invitation pour le cocktail d'anniversaire de l'ambassade d'une nation accréditée dans son pays. Il s'y rendit au crépuscule. Au moment de l'ouverture du buffet, il vit Gustave Gandigo en chair et en os. Il tenait en main un verre de whisky. « Monsieur, c'est vous qui refusez d'envoyer mon dossier à la compagnie d'assurance pour confirmer mon décès? Vous voyez bien que j'ai eu raison. Non. Le dossier finira par bien arriver sans vous. C'est une pratique courante dans le pays. Je ne vois pas ce que vous tenez à changer dans ce pays. Tiens, voilà le directeur général de la compagnie nationale et populaire de l'assurance. Quel plaisir de vous recevoir, mon cher Ousmane. Je vous présente le fameux Bob Williams. Enchanté, monsieur. Même si je ne suis pas content de vous, on attend le dossier. Quel dossier? Demanda Bob. Les 2 hommes s'éloignèrent de Bob. Il discuta avec quelques diplomates qu'il connaissait à travers son père avant de rentrer chez lui. Le matin, en arrivant au bureau, il constata que le dossier de l'homme d'affaires avait disparu. Son bureau avait été fouillé de fond en comble, les papiers jetés partout sur le sol quand ses secrétaires revinrent. Il leur demanda d'appeler un huissier. Le président du conseil d'administration et le directeur général compatirent sur son sort. À midi, il reçut un appel de Gustave Gandigo, qui l'informait que la compagnie d'assurance avait son dossier et qu'il rembourserait son gros crédit. Il appela le directeur général de la compagnie d'assurance qui confirma les propos de Gustave Gandigo. Il se rendit à la police pour porter plainte pour vol contre les 2 personnes. Un grand responsable vient lui dire qu'il était inutile de porter plainte car la police ne prendrait aucune disposition contre ces 2 personnes. Bob Williams se rendit dans beaucoup d'autres endroits plus ou moins importants. Tout le monde lui conseilla de laisser tomber ce dossier. Un haut responsable lui promit le poste de directeur général s'il ne broutait pas cette affaire. Il retourna au bureau et appela les principaux actionnaires à Paris. Ils étaient déjà au courant de l'affaire. Ils lui demandaient de laisser tomber le dossier dans la mesure où la banque ne perdait rien. Pour eux, l'État, le propriétaire de la compagnie d'assurance, perdait. En outre, l'État leur proposait dans les semaines à venir d'autres affaires juteuses. Il lui promit pour bientôt le poste de directeur général. C'était un homme abattu, déçu, démoralisé qui rentra chez lui où venait d'arriver sa femme Blandine, laquelle se jeta dans ses bras pour l'étreindre en pleurant d'émotion. Elle s'attendait à ce qu'il revienne sur l'incident de Paris, mais c'était plutôt un homme tendre qu'elle retrouva. Il lui expliqua le drame qu'il vivait à la banque. Dans leur chambre conjugale, il jouait avec les jumelles si volubiles cette nuit-là.
Au dernier journal télévisé, Bob fut indigné et scandalisé d'entendre un responsable politique attaquer les bailleurs de fonds. Blandine, c'est vraiment notre faute si nous sommes sous la coupe des bailleurs de fonds. Nous ne pouvons pas continuer dans ces mensonges quand tout le monde sait que nous ne sommes pas honnêtes et que nous travaillons très peu. Tu sais, chérie, c'est si facile de désigner un coupable pour masquer nos fautes. C'est une pratique africaine, c'est toujours l'autre qui est responsable. C'est une malédiction qui nous suit. J'ai fini par l'admettre aujourd'hui. Ils dormirent l'un dans les bras de l'autre après avoir regardé un film pornographique ramené par Blandine. Bob resta indifférent devant ces images obscènes. La colère grondait encore en lui. Assis dans son bureau, il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Atteint par la lassitude, le découragement, il prit sa Bible pour lire des psaumes avant de parcourir quelques pages d'un art de vivre d'André Mauroy, un ouvrage qui faisait partie de ses livres de chevet. Il en avait en 3 exemplaires dans des éditions différentes. Il s'attarda sur le chapitre intitulé « L'art de travailler » et sur celui de l'art d'aimer. Il lisait la ligne consacrée au caractère de la femme qui ressemblait aux vagues de la mer quand le téléphone sonna. Un médecin lui demandait de se rendre de toute urgence à la clinique Sainte-Sophie. Il retrouva son dynamisme et quitta précipitamment son bureau sans prévenir les secrétaires. Dans la voiture, il tremblait de tous ses membres. Son cœur battait la chamade. Il pensait à l'un de ses 2 parents. Il ne souhaitait la mort de personne. Malgré 2 embouteillages à des carrefours, il arriva assez rapidement à la clinique. Le médecin qui venait de l'appeler le reçut dans son bureau. « Monsieur Williams, je vous apprends que votre épouse est dans le coma. N'ayez pas peur, c'est un coma léger. Si vous restez auprès d'elle, elle retrouvera très vite ses esprits. Ma femme dans le coma, je l'ai quittée ce matin bien portante. Il arrive souvent que des personnes bien portantes qu'on vient de quitter perdent la vie 2 minutes après votre départ. Tout dépend de la volonté de Dieu. Votre épouse est venue ce matin pour se faire avorter. Elle était enceinte de 2 mois. Après l'intervention réussie, elle a perdu subitement connaissance. Nous avons tenté en vain de la ranimer avant de constater qu'elle était dans un coma léger que nous expliquons par des problèmes émotionnels. C'est donc à vous, par la tendresse, de la ramener à la surface. Il se rendit dans une chambre après avoir mis des blouses et des gants. Quand Bob vit sa belle femme allongée sur un petit lit avec des tuyaux dans son corps, il ne put s'empêcher de se remémorer des vers de Corneille dans la comédie Méline. Bien qu'une beauté mérite qu'on l'adore, pour en perdre le goût, on n'a qu'à l'épouser. Il se plaça au chevet du lit et prononça quelques prières. À sa grande surprise, il retrouva son charisme. Blandine revint à la vie. Elle demanda qu'on débranche l'appareil. En se levant, Bob remarqua chez sa femme toutes ces parties qui la rendaient désirable. Son dos, son cou, ses bras et ses lèvres ainsi que sa joue le rendaient avide. En quittant le couple, le médecin avertit Bob que sa femme resterait encore 2 jours en observation avant de regagner la maison. Elle sera transfusée dans une chambre plus confortable dans 30 minutes. Blandine se jeta aux pieds de son mari pour lui demander pardon pour la dernière fois. Elle jura qu'elle ne commettrait plus de faute jusqu'à sa mort. Elle supplia Bob de se tourner vers Dieu et de l'absoudre. Elle disait aimer Bob plus que tout. Bob restait indifférent à tous ses propos. En la quittant, il lui dit tout simplement « Toute chose a une fin sur cette terre. Je prendrai des dispositions pour toi. Chaque fois que tu auras des services à me demander, je te viendrai en aide selon mes possibilités. » Elle pleurait dans la chambre comme si elle venait de perdre un proche parent ou son conjoint. En fait, elle savait qu'elle venait de perdre Bob Williams pour toujours. « Dieu m'a puni, se dit-elle. » Bob demanda à une agence immobilière de lui trouver une villa confortable. Dans la journée même, on lui proposa au quartier Bel Air une villa de 4 pièces avec un grand jardin et une piscine. Elle était déjà meublée comme le souhaitait Bob. Il régla par chèque 1 an de location. Le lendemain, une société de déménagement vint prendre les affaires de Blandine pour les emmener dans la maison de Bel Air. Au moment de sortir les habits du placard dans la chambre personnelle de Blandine, Bob vit les petites bouteilles d'eau à langue de Chine que donnaient les marabouts. Il trouva aussi dans le placard des gris-gris, des talismans et autres objets ésotériques. Il versa de l'eau bénite sur ces objets. Quand les jumelles reviennent de l'école, il leur dit qu'elles partaient dans une nouvelle maison. Les mamans viendront les rejoindre le lendemain.
Quant à lui, il partait en voyage de soi-même. Leur gouvernante, la servante et le domestique quittaient Bob à 18 heures en compagnie des agents de la société de déménagement. En montant dans la petite voiture du chef de service de cette société, les deux fillettes agitaient leurs mains. Elles appelaient Bob papa. Il ne put retenir ses larmes. Il rentra dans sa chambre et pleura à chaudes larmes à cause de ces deux innocentes. Il avait vraiment adopté les jumelles qu'il aimait beaucoup. 2 heures après, il rencontra son avocat qui allait s'occuper de la procédure de divorce. Il était également chargé de rencontrer Blandine le lendemain matin avant sa sortie de la clinique pour lui transmettre les nouvelles dispositions et surtout la conduire vers sa nouvelle demeure. À minuit, Bob rédigea sa lettre de démission de la banque que son avocat se chargerait de déposer chez le directeur général avec des ampliations à plusieurs personnes avant de ramasser ses effets personnels. Bob pria plus de 3 heures, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il recouvrait une nouvelle liberté. Ainsi s'achève notre chapitre 19. Enfin, Bob a fini par ouvrir les yeux. Parce que elle a trompé Bob durant 2 mois en France. Je ne peux pas comprendre certaines femmes. Tu rencontres un homme charismatique, beau, qui a la main sur le cœur, qui est gentil, qui est prêt pour toi, qui t'offre tout ce que tu veux, qui t'adore, qui te vénère même. Malgré cela, tu trouves le besoin de le tromper. Tu l'as trompé une première fois, enfin, plusieurs fois, mais cette fois, il avait su, il t'a pardonné. Et tu viens encore le reprendre, le refaire encore une énième fois. Là, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Ensuite, tu vas provoquer un avortement alors que tu sais que c'est un homme pieux, un homme chrétien qui ne pourrait jamais admettre cela. Et là, c'était trop. Et enfin, lorsqu'il faisait le déménagement de Blandine, nous avons compris finalement pourquoi il la vénérait tant. Elle lui avait fait un coup de charme, c'est-à-dire elle avait charmé, elle utilisait des gris-gris pour qu'il puisse rester à côté d'elle malgré toutes les bêtises qu'elle faisait. Enfin, Bob a ouvert les yeux. J'en suis fière, j'en suis heureuse. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Et nous avons remarqué aussi dans ce chapitre que l'Africain ne pouvait jamais changer sa manière de s'asseoir. L'Africain était quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de médisant, quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui aimait la corruption. Et cela est vraiment dommage pour l'avenir, pour l'Afrique. Alors que l'Afrique regorge de nombreux cadres, de nombreuses personnes qui ont obtenu de grands diplômes, qui sont prêts à travailler pour la relever. Même parmi tout cela, on peut dire sur une échelle de 10, seulement une personne travaillera réellement avec volonté, sans corruption, de façon honnête. Pauvre Afrique. Et vous, qu'avez-vous retenu de ce chapitre? Sur ce, je vous dis bye!